Salut les néo-autonomistes. Benjamin, du bureau d'études J'autonomise, nous partage des centaines d'informations pertinentes sur les questions à se poser sur la mise en place d'un projet d'autonomie. Nous avons abordé les thèmes du chauffage, de l'eau, de l'électricité et de l'économie d'énergie pour nos maisons et bâtiments. Réaliser un projet d'autonomie sur le long terme, ça se prépare et il nous explique comment s'y prendre. Salut Benjamin. Salut. Je t'ai invité à l'archipel, tu m'as contacté il y a déjà quelques temps. On a été mis en relation par Goulven Bazir, qu'on va voir prochainement sur l'archipel. Donc je ne le présente pas tout de suite, mais en tout cas c'est pour montrer quand même que le monde est petit. Est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer d'où tu viens à la base, et ce que tu as créé, et en quoi c'est intéressant de le partager sur l'archipel, s'il te plaît. Très bien, merci pour l'accueil. Ah ben, je t'en prie, il manque le café là. Mais... donc Benjamin, j'ai ouvert mon bureau d'études spécialisé en autonomie, eau, électricité, chauffage. C'est un bureau d'études bâtiment. Moi à la base j'étais acousticien en bâtiment, donc j'étais bureau d'études aussi pendant 10 ans sur toute la France. Je construisais plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de béton par an en gros. C'est classe, c'est très écologique. Il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter de participer à ça, et pour autant, je reste bureau d'études bâtiment, je reste passionné par le bâtiment et le bâti. Et du coup, je me suis reconverti. Et j'ai ouvert, là, dernièrement, début d'année, un bureau d'études spécialisé vraiment sur les solutions qu'on peut apporter, dimensionner et apporter sur l'autonomie en électricité, en eau et en chauffage. Donc, mon métier, c'est pas de poser, pas de réaliser. C'est pas un métier d'architecte de dessiner. Mon métier, c'est vraiment de faire des dimensionnements et de regarder toutes les solutions qui existent pour atteindre différents niveaux d'autonomie, de les présenter à un client et de lui montrer les avantages et inconvénients de chaque solution dans son cas, adapté à sa maison, son projet. Alors 2 questions. Tu commences sur un bâti déjà existant ou pas? Et la deuxième, tu disais chauffage, mais ça intègre aussi, je présume, l'isolation? Ça, voilà. Alors, je fais du bâti existant autant que du neuf. C'est vrai que je parle souvent de bâti existant parce que écologiquement, il y a une demande, il y a une volonté, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de bâtis à travailler. Pour autant, le projet neuf, c'est possible et c'est presque plus simple parce qu'on part d'une page blanche, donc il y a potentiellement moins de contraintes d'une certaine manière. Mais je peux faire les deux. L'isolation, au final, quand je parle d'autonomie en chauffage, on peut parler aussi d'autonomie en climatisation. Je pense qu'aujourd'hui, on est un bon exemple. Et en fait, l'isolation, c'est un moyen de l'atteindre. Ça fait partie des moyens. On isole ou pas une maison, on fait du stockage de calories froides ou chaudes ou pas. Tout ça, c'est des moyens pour atteindre l'autonomie. Donc en fait, on commence à rentrer déjà dans les détails. C'est vrai que c'est nécessaire, globalement, d'isoler pour l'atteindre, mais c'est aussi nécessaire de stocker des calories chaudes ou froides pour l'atteindre. Ça, c'est clairement ce qu'on a, je pense que jusqu'à présent, oublié dans la construction moderne. On commence à y revenir des principes de bioclimatique au final initial et ancestral. Pour mieux qu'on sache à qui on a affaire, avant de rentrer dans le détail, on va faire le tour de l'archipel. Tu vas m'apprendre plein de choses sur ma maison, j'en suis persuadé. Tu as rencontré Nono aussi, c'était très intéressant, et peut-être qu'on partagera aussi aux gens, je dis pas confrontation d'une manière guéguerre, mais confrontation d'arguments entre l'ancien et puis les bureaux d'études. Mais la question que je voulais te poser, tu as dit qu'il y a 2 ans, tu as voulu tout changer, c'est suite à quoi? Quelle a été l'amorce? L'amorce, j'étais arrivé à un niveau, à la trentaine, en ayant un appartement de fonction à Paris, en vivant en bord de mer. J'étais globalement presque au plus haut. Le top, je l'avais atteint. C'est classe. Et j'étais référent technique dans mon domaine, qui était les vibrations dans le bâtiment. Pour des gros chantiers? Des grandes promotions immobilières, des grands projets comme le Grand Paris, des très très grosses choses. Et je sentais bien que c'était pas du tout en accord avec ce que je faisais. Le problème, c'est que j'avais fait 5 ans de formation pour ça, 10 ans d'expérience. Donc j'étais dans une sorte d'enfermement parce que je gagnais très bien ma vie en soi. Et donc j'ai eu 2 possibilités, soit continuer à bien gagner ma vie en faisant quelque chose qui n'était pas tout à fait conforme à mon idéologie personnelle, soit prendre des risques, créer sa propre société et se lancer vers quelque chose qui est pour moi plus vertueux pour l'avenir. Alors tu as créé j'autonomise.fr, donc là c'est quelque chose qui est depuis peu en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, on va commencer simplement,
Comment tu fais un accompagnement et quels sont le genre de personnes qui te contactent et sur quel genre de problème ils te contactent? D'accord. Alors, que ce soit pour des projets neufs ou rénovation, globalement, c'est des gens qui ont besoin d'un accompagnement d'une certaine manière ou de connaître quelles sont les bonnes solutions pour leur projet. Parce qu'au final, on remarque bien que toutes les pubs et les brochures de fabricants présentent toujours les avantages, mais pas vraiment les inconvénients. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits ne sont pas adaptés à tous les bâtiments, anciens, nouveaux, même les choses normées. Voilà, on rentre dans un cadre, pour autant, ça peut fonctionner, mais ça sera sous-productif ou pas assez performant. Voilà. Donc mon métier déjà, c'est d'accompagner pour présenter et dimensionner les bonnes solutions, pour démontrer que c'est celles-ci qui sont les bonnes. Comment je fais ça? Globalement, un bureau d'études, c'est la même chose pour tous les bureaux d'études, on est payé en amont, c'est-à-dire qu'on définit un budget, et peu importe la solution retenue, vu qu'on ne fait pas la pose ni la fourniture, eh ben nous, on peut parler ouvertement, on est indépendant, on peut parler ouvertement de tous les produits, peu importe le fabricant. Tu as une responsabilité quand même dans ce que tu engages comme solution? Moi, j'ai ma responsabilité décennale de bureau d'études, donc je dois respecter les réglementations, les règles de l'art. Je peux prévenir quand des solutions ne le respectent pas. C'est propre à chacun de le faire. Et après, je suis globalement indépendant de toute marque. Donc, peu importe qu'une marque soit bien ou pas bien, je peux dire ce que je veux. Et je veux dire ce que je veux, justement. Parce que c'est important quand on paye pour des études ou du conseil, d'avoir quelqu'un qui soit libre. Qui soit libre de dire ce qu'il veut. Ça, je le sens bien. Et donc, quel genre de personne vient te voir? C'est quoi leur cas? Je viens d'acheter, par exemple, une longère, ou c'est quoi, en fait, ce que tu as eu là récemment, par exemple? Alors, le métier de bureau d'études, globalement, on fait des études. Donc, ça reste des études lourdes. On parle en plusieurs semaines de travail au bureau. On rend des choses très travaillées. À côté de ça, on peut faire du conseil. C'est en direct. On analyse en direct et on donne des conseils. Et pour le rendre encore plus accessible et vérifier si les projets sont réellement viables, on fait même des analyses gratuites, d'une certaine manière. On n'en fait pas beaucoup, bien sûr, c'est limité en quantité. Mais ça permet aux gens qui ont des projets d'achat, des projets de construction, de voir si leur projet est en adéquation avec soit la maison qu'ils regardent et le budget, travaux ou autre. On essaye de les aider là-dedans, c'est notre participation d'une certaine manière. Et ça me permet de voir moi aussi si c'est réellement réalisable, si je peux réellement les aider derrière pour réaliser. Mais tu as déjà eu des gens, genre, tu leur donnes le conseil, ils disent, en fait, on va pas acheter, parce que ce que vous nous dites, c'est pas réel. C'est très, très régulier, parce qu'au final, quand des gens viennent pour... principalement, le plus complexe, ça reste l'autonomie en chauffage, au sens où les bases de l'autonomie en chauffage passent quand même par de la bioclimatique. C'est une science où on maîtrise les apports solaires et on les stocke. On le montrera plus en se mettant devant la maison. Et ça, c'est vrai que si la base, quand on fait du neuf, potentiellement, on a juste à regarder sur le terrain si on peut bien s'orienter, parce que la base, c'est déjà de se mettre globalement presque plein sud, ou légèrement décalé, mais voilà, plein sud. Des calories, justement, du soleil. Pour pouvoir capter. Voilà. La première chose, c'est que si on n'est pas axé avec le soleil, c'est comme les panneaux solaires, si on n'est pas bien axé, on ne va pas maximiser la captation. Donc c'est sûr que les projets, ou les personnes qui arrivent avec des projets, avec des maisons orientées à l'est ou à l'ouest, je vais tout de suite leur dire attention, ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais c'est juste qu'il va falloir apporter plus de calories par du chauffage et autres. Donc vous pourrez être autonome d'une certaine manière en ayant des forêts derrière, en prélevant et autres, mais ça nécessitera d'être un peu tout le temps là, de l'énergie, de soi-même. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose qu'on rencontre beaucoup, c'est au final toutes les bâtisses anciennes, mais même jusqu'aux années 2000, qui sont positionnées en limite de propriété. Parce que la majorité des solutions performantes, les plus performantes, passent par des isolations rapportées par l'extérieur, qu'elles soient biosourcées ou autres, ou massives, enfin il y a plein de techniques. Mais généralement, on passe par l'extérieur parce que c'est ce qui montre les meilleurs résultats. Et c'est vrai que si on est déjà en limite de propriété, on va pouvoir intervenir au-dessus de 2 mètres avec des dossiers, mais on reste limité. Donc c'est vrai qu'il y a des projets comme ça où on arrive et on leur dit attention, si vous voulez le faire, il y a tout ça comme inconvénient. Donc à la fin, risque de vous dire niet, quoi. Voilà. Ouais. Et donc à la fin, ils disent bon, j'achète pas, globalement. Et tout ça, c'est vraiment ce que bureau d'études, il voit tous ces détails. Jusqu'à, attention, tu es à côté d'un voisinage et tu pourras pas réaliser... Ouais. On est complémentaires aux architectes. Voilà, nous, notre métier, un artisan, il est vraiment spécialisé dans un domaine et il fait de la réalisation. Nous, on est un bon exemple. Il est très, très pointu. Nous, on a un savoir plus général et on va surtout relier les choses. Parce que quand on parle d'isolation, il faut aussi prendre en compte le reste des aspects.
C'est pas tout de faire une chose, il faut que ça soit cohérent avec l'ensemble du projet. Notre métier, c'est ça. Ça, on peut le faire, les architectes arrivent à le faire, les bureaux d'études aussi. La différence entre les deux, c'est que l'architecte va plutôt faire de l'insertion et de la conception d'espace. Nous, on va plutôt faire du dimensionnement de solutions derrière. On fait de la technique et des modélisations derrière ça. Donc on est assez complémentaires, et les artisans, bien sûr, sont complémentaires à la fin, et on l'a bien vu lors de l'échange off avec Nono, où en fait on se comprend, et il sait des choses, j'en sais d'autres, et on peut fonctionner ensemble, bien sûr. Oui, on a bien vu, on a compris qu'il y avait des interactions. Moi, ce qui m'a intéressé quand tu m'as abordé donc par Goulven, tu m'as dit, j'ai vu ta vidéo sur comment trouver le terrain de ses rêves, et tu m'as dit, on pourrait en rajouter tellement. Donc moi, ce que je te propose, ça fait déjà 10 minutes, tu vois, ça va super vite. Si tu as d'autres choses à rajouter, on en parlera à la fin, on fera un petit débrief, on va dire, à la fin. Si tu veux, on va voir un petit peu mes installations, et toi, tu me donnes ton avis par rapport à ça, et tu me donneras l'avis que tu conseillerais en optimisation, d'après ce que tu sais. Et ce que je voulais juste te demander avant qu'on coupe, c'est que bon, ça coûte une certaine somme de passer par un bureau d'études, mais d'après ce que j'ai compris, ça peut faire quand même gagner beaucoup d'argent sur ouais. au final. C'est une somme qu'on met, donc quand on fait une étude, donc le complet, on parle globalement en milliers d'euros, quelques milliers d'euros. Tu peux donner juste une tranche que les gens aient une idée. Oui, il n'y a pas de souci. Pour une petite maison, un cas assez simple, bien sûr, quand on part sur des fermes ou des choses beaucoup plus grandes, ça peut être beaucoup plus complexe. Mais on commence autour de entre 2 et 3 000 euros pour l'autonomie, l'étude d'autonomie eau, électricité, chauffage. Alors après, il faut rajouter le déplacement sur site, le diagnostic est compris dedans. Donc c'est vrai que moi, on est dans le sud-ouest, je suis basé autour de Toulouse. Et c'est pour ça que ça a un certain coût, même pour les particuliers. Mais ce coût, en fait, ça va être donner la feuille de route pour les 10-20 ans à venir de tous les travaux. Et pour rendre ça un peu plus accessible, on a ouvert la plateforme de conseil. Donc là, c'est par visio. Maintenant, ça s'est bien démocratisé. Les gens ont compris qu'on pouvait faire plein de choses à distance. Ça permet d'intervenir à l'autre bout de la France et tout autant de qualité, voilà. Et là, on retombe sur des tarifs autour de un peu plus de 160 € de l'heure. Donc on essaye de tendre à un peu plus accessible. C'est sûr qu'on est bureau d'études, donc au niveau des assurances, c'est les plus chers. Au niveau des logiciels et du savoir et des diplômes, c'est les plus chers. Donc c'est sûr que ça a un coût de le faire intervenir, mais en fait on le récupère derrière, parce qu'on sait que l'investissement qu'on va faire, il sera justifié, et on saura, à minima, s'il y a des inconvénients, on saura lesquels. Et oui, parce que si on fait et qu'on doit défaire, là ça... On a le meilleur exemple, je pense que le plus répandu au niveau national, ça reste le changement des fenêtres, qui est un grand classique dans les maisons, où en fait on arrive après coup et on dit il va falloir isoler, il va falloir globalement à peu près tout reprendre, et il va falloir les enlever. Mais elles ont 10 ans, elles ont été payées, voilà, ouais, désolé, mais en fait il faut recommencer parce que c'est pas adapté à la suite des travaux. Et en fait, des travaux, ça se voit globalement, et pas... On peut les réaliser par étapes, mais il faut que dans le schéma global, ça soit cohérent. Et c'est un peu ça mon métier. Bah écoute, j'ai hâte de voir ce que tu... Bon, je sais plus ou moins, on a déjà parlé, mais j'ai hâte d'enregistrer ce que tu vas conseiller, ce que tu vas déceler à l'archipel. Là, il y a un premier aspect, c'est la première chose que tu as vue quand tu regardais les vidéos et quand tu es arrivé. Est-ce que tu peux me donner quelques conseils? Nous, avec Nono, tu sais qu'on veut isoler, on en a parlé ce matin. Quel est le premier conseil que tu vois au niveau de l'isolation, par exemple? C'est en fait ton exemple. Malheureusement, c'est un peu un cas type de ce qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire quelque chose, c'est très bien, vous avez bien avancé, c'est bien construit en soi, mais il manque des petites finitions, des petits points. Alors, lesquels? Typiquement, sans parler, je ne vais pas rentrer dans certains, on va esquiver certains détails du moins, mais l'avancée de toit, c'est la première des choses. Quand on refait une toiture, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que je vais faire après si j'isole par l'extérieur, donc là avec le colombage et le torchis qui viendra, quelle épaisseur ça va prendre, et aussi en termes de bioclimatique pour protéger le soleil sur mes murs autant que sur mes vitrages, quelle avancée de toit il me faut. Donc tout ça, c'est des choses où un peu de conseils avant de commencer t'aurait fait gagner en fait énormément de temps potentiellement à la suite, et surtout potentiellement beaucoup de performance. Parce que là, en fait, tu te prives de calories. En passant de fenêtres à des portes-fenêtres, globalement, la menuiserie t'aurait coûté potentiellement 30% plus cher, mais le gap n'est pas double souvent. T'aurais fortement augmenté tes apports solaires en hiver. Tu serais rentré... tu aurais très bien chauffé les dalles de la petite véranda, et en fait tu aurais gagné du chauffage naturel et gratuit. Ça, c'est la première chose. Là, l'été, du coup, tu souffres de plus de chaleur à l'intérieur, parce que même si tu as des arbres, au final, on voit quand même des zones au soleil de murs.
Alors bien sûr, ces murs vont être isolés, mais ça fait quand même des calories qui sont captées inutilement quand on ne veut pas l'été. Donc c'est typiquement plein de petits points comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo la dernière sur les colombages, on en a parlé. Et tout de suite, je t'ai dit, attention, si tu peux gagner un peu d'espace quand même, trouve le bon compromis. Ça, c'est typiquement le cas classique où en fait, on va isoler. Et c'est le moment de se poser la question parce on va dépenser de l'énergie, on va dépenser de l'argent, on va dépenser un certain impact écologique. Quelle est l'épaisseur optimale pour ne plus en parler maintenant, l'hiver prochain et surtout pendant longtemps. Donc déjà, Nono, on en a peut-être déjà parlé, mais le choix du type d'isolant, les isolants ont une durée de vie. Ça, il faut le savoir, il y a différentes techniques. Alors les techniques qui t'apportent ancestrales, c'est sûr que c'est les isolants qui vont le mieux durer. Et moi, la laine de bois, par exemple, ça dure combien de temps une fois posée? Ça dépend des fabricants et de ce qu'ils disent, mais c'est vrai que globalement... Un qui commence par stay et qui finit par quoi, par exemple? Mais globalement, tous les isolants, de manière générale, si on les regroupe pétrolés, fibreux, minéral ou autres, passer 20-30 ans péniblement, on va commencer à avoir des décroissances. Et ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est lors de la réalisation, certains isolants peuvent très très rapidement perdre 30% de performance s'ils prennent un coup d'eau, etc. Donc il y a plein de petits points à vérifier lors de la réalisation pour pas en fait poser quelque chose qui est déjà abîmé en soi. C'est sûr qu'avec les matériaux biosourcés, c'est quand même globalement largement mieux parce qu'ils marchent en confort d'hiver comme en confort d'été, à la différence d'autres isolants historiques. Donc là, quand je t'ai contacté, je me suis dit, bah attends, elle est à peine posée pour l'instant, mais c'est vrai que c'est typiquement la chose où il faut se dire, n'allons pas que jusqu'à 10-15 cm, allons chercher 25, 30. Puis on voit là, il y a encore, on peut a avancer, encore de la place, voilà, on peut encore grignoter, à le faire, faisons-le à fond. Oui, ça coûtera un peu plus d'énergie en termes de remplissage, mais au final, c'est des produits sur le terrain. Donc là, il faut y aller, au moins une fois que c'est fait, peut-être que tu ne pourras pas faire l'autre façade tout de suite, mais au moins celle-ci, on n'en parle plus. Et c'est ça le plus important en fait, c'est à le faire, faisons-le au maximum pour de bon. Et puis si on l'a fait, on va dire jusqu'à la fin de ma vie, pour, je l'espère, plus de 50 ans, au moins il n'y a pas à refaire. Donc autant, même si ça prend du temps et plus d'énergie, autant le faire qu'une fois plutôt que le faire deux fois au cours de ma vie. Et puis dans 25 ans, je serai peut-être pas aussi frais, quoi. Ouais, totalement. Surtout que quand on passe avec des isolations polystyrène ou autres, là on parle plus de 20-30 ans de tenue. Ça peut vite déraper. Genre vite, c'est 5-10 ans ou alors sans eau et autres, on peut avoir des problèmes de dégazage et autres sur certains polyuréthanes et polystyrènes à l'échelle d'une dizaine, quinzaine d'années. Ouais. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de la manière dont c'est monté, réalisé, sur le bâti, le climat, etc. Mais on voit quand même des dégradations. Donc c'est vrai que c'est investir de l'argent et au final pour beaucoup moins longtemps. Est-ce que tu prends en compte les vents, les choses comme ça quand tu fais des études? Alors j'essaye au maximum. Une chose est sûre, alors on le voit surtout dans le bâti ancien. De toute façon, quand on va voir un lieu, globalement, la première chose à regarder, c'est le bâti ancien autour. Ils savaient y faire. Globalement, on n'invente rien, nous, hein, on lit juste. Les vents dominants vont être une entrée d'air froid en hiver, clairement. Et dans tous les cas, vont aussi jouer avec la tenue des matériaux. Il y a certaines formes qui sont préférables. Donc c'est vrai que ça peut être des solutions. Après, ça va avec tout le package sur l'orientation et autres. On va dire que déjà, il faut se poser la question, la bonne orientation de la maison, et après, si possible, mettre des dépendances, des annexes pour se protéger. Ça, c'est le truc numéro 1. Quelqu'un qui achète une maison, pour toi, l'orientation, c'est... Alors, en priorité, je pense que, ouais, il y a l'orientation, l'environnement, faire bien attention au type d'arbre autour aussi. Il faut que ça soit de la feuille caduque et autres, parce que sinon, en hiver, on perd tout intérêt. Voilà. Ouais. Donc, on a des choses comme ça à regarder. On va avoir... faut faire attention quand c'est du bâti ancien, à quoi ça a servi avant. C'est-à-dire que les anciens concevaient différemment les maisons, des granges et autres, les orientaient différemment, et c'était pas pour rien. Parce que globalement, les dépendances étaient là pour protéger la maison principale. Donc si on veut faire un super duplex double hauteur dans la grange, ce que je comprends, potentiellement, s'il est orienté plein est, comme j'ai eu le cas dernièrement, c'est vrai que ça laisse poser des questions. On se dit on va avoir un système, on cherche l'autonomie, pour autant on va avoir un très grand volume à chauffer, et donc il va falloir beaucoup d'apports. Alors si on est autour de quelques hectares de forêt, potentiellement qu'on va pouvoir prélever suffisamment, il faut être en forme aussi, parce que le bois ça coûte un peu d'énergie, mais ça sera possible. Mais voilà, c'est des avantages inconvénients, et c'est sûr que ça, les analyses, c'est tout l'intérêt. C'est juste surtout avant l'achat, et même entre les visites et contre-visites, de se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'un projet d'autonomie, c'est pas un projet à 10 ans. C'est un projet à 20 ans, 30 ans, il faut se projeter dans le lieu, il faut avoir un projet de vie.
parce que ça va coûter de l'énergie. Souvent, pour faire des économies, on fait la majorité des travaux soi-même. Je suis favorable à ça d'une certaine manière du point de vue de l'autonomie, parce que de toute façon, ça veut dire qu'on apprend des savoirs. Donc potentiellement, on pourra l'entretenir et le réparer. Parce que aussi, une dernière chose qu'il faut dire, c'est qu'une maison, ça s'entretient. Même si on prend des produits qui sont faits pour durer, si on remarque une fissuration, si on remarque des petites dégradations, potentiellement, il va falloir vite intervenir pour éviter que ça se dégrade. Que l'eau rentre dedans. Voilà. Ça, c'est l'exemple des bâtis anciens le plus classique. C'est les toitures qui sont pas nettoyées, pas entretenues. L'eau rentre dans les murs et là, en quelques années, ça s'effondre. Tu as d'autres exemples d'entretien annuel à réaliser pour garder son bâti le plus longtemps possible? La priorité, moi, de ce que je vois dans toutes les maisons qui ont une ventilation mécanique, on l'oublie, on ne le sait pas, mais une ventilation, ça s'entretient. La VMC. Tous les ans, normalement, il faudrait la nettoyer. Tous les 3 à 5 ans, nettoyer les gaines. Donc, il y a des sociétés qui peuvent le faire, certains on peut le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que dans toutes ces maisons-là, assez étanches et autres, et ou dans toutes les maisons anciennes qu'on est en train d'isoler et d'étancher, globalement, il faut comparer la VMC à un cœur. C'est le poumon, c'est le moyen de respirer. Si cette respiration-là est mal cadencée, fonctionne mal, perd en performance, on va avoir des risques de stockage d'humidité, d'hygrométrie, des mauvaises gestions. Donc il faut bien le gérer. Ça, on le prend en compte plutôt dans les études ou les transferts hygrométriques dans les parois, que ce soit du bâti ancien comme du bâti récent. C'est le point névralgique. Et moi, c'est quoi qui coûte le plus cher, restaurer de l'ancien ou faire du neuf? Je ne parle pas en bilan carbone, hein, même si on sait déjà que l'ancien est plus intéressant à rénover, mais en fait, budget global. Ça va vraiment dépendre. Si on prend une maison ancienne avec une forme plutôt rectangulaire, facile d'accès et autres, le chantier va potentiellement être assez économique. Si on prend des bâtis, voilà, là on est sur un bâti très optimisé, très compact. Du moment où on commence à avoir des formes un peu biscornues et autres, tout de suite là ça va prendre de l'ampleur. Après il y a l'accès, etc. Mais globalement, généralement, si on fait faire, la rénovation coûte plus cher financièrement, écologiquement c'est mieux la rénovation. Mais c'est toujours un compromis, parce que ça, c'est si on le voit en fait dans le cadre habituel, confort d'hiver. Si on rajoute le confort d'été, on en est un bon jour pour le montrer. Typiquement, le bâti ancien a une valeur, c'est toute sa massivité. Pour moi, il faut comparer la structure lourde d'un bâtiment à une batterie. Globalement, si on isole par l'extérieur, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va servir des murs qu'on va rendre apparents à l'intérieur au maximum, ou avec des enduits chauds, enfin voilà, le plus naturel possible. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va stocker dedans du froid autant que du chaud. Et on va limiter les déperditions à l'extérieur avec une isolation. Et là, à partir de là, tout le bâti ancien prend une valeur largement supérieure, et la rénovation prend une valeur largement supérieure au neuf, parce que construire du lourd, une maison en pierre, c'est vite des centaines de tonnes, ça coûterait des fortunes, parce que c'est de la main d'œuvre. Même si les pierres sont sur site. Aussi. Voilà, et en plus, voilà, c'est très très rare. Voilà, on n'est pas sur de la maison qui se construit en un mois aussi. Là, non, on parle en années. Donc c'est sûr que là, tout de suite, le combat va potentiellement s'inverser. Si on part qu'en confort d'hiver, potentiellement qu'une maison passive sera moins chère, alors qu'on est déjà dans le très très haut de gamme. Si on part sur le confort d'été, si on doit rajouter autant de masse que ça, et si on doit se préparer au dérèglement climatique qu'on connaît d'ores et déjà, qu'on subit aujourd'hui depuis quelques mois. Ouais. Là, j'aurais plus tendance à tendre vers la réno. D'accord. C'est bon d'avoir plusieurs avis. C'est une question que je poserais à pas mal d'experts. Ouais, non, mais c'est intéressant. Ouais. Et moi, il y a un truc là-dessus aussi qui m'a amené à titre personnel à réfléchir. C'est qu'on beaucoup rêvent de la maison en pierre apparente et autres, ce que je peux totalement comprendre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il vaut mieux que les pierres soient apparentes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que du coup là on a vraiment tout l'intérêt de la batterie de calories. Tu as dit pour toi un mur c'est comme une batterie, les gens ça va leur parler. J'ai adoré quand tu m'as expliqué ça ce matin. Au final, ce qu'on fait là dans la journée et ce qu'on ne voudrait pas faire, on est en plein été, c'est que même dans du parpaing, on stocke des calories chaudes. Chaque matériau a une capacité thermique et ce qui crée un déphasage, un certain temps pour lequel la chaleur va traverser. Et pourquoi il fait chaud chez toi, Brian? C'est qu'au final, la chaleur de la journée va arriver en fin de journée directement à l'intérieur. Donc le pire. Il fait très chaud le soir. Voilà, exactement. L'intérêt d'isoler avec des matériaux biosourcés qui ont une capacité thermique complémentaire à l'existant,
c'est qu'en fait, on va augmenter ce déphasage globalement environ à 12 heures. Et en fait, la chaleur de la journée, l'idée, c'est qu'elle rentre dans la maison passé 2-3 heures du matin, en sachant que généralement, la température la plus basse, c'est 4 heures du matin. Donc ça veut dire qu'on fait rentrer la chaleur qu'au moment où la température extérieure est en train de descendre. Et du coup, en faisant de la surventilation, on peut vite évacuer ces calories. Et toi, tu fais ces calculs-là quand tu... Ouais. Ouais. C'est important de le préciser. Oui, c'est tout l'intérêt en fait de faire une modélisation. C'est pas juste de prendre la norme actuelle, le calcul actuel sur le jour le plus froid de l'année, etc. Non, c'est de se poser la question un peu toute l'année, comment on va vivre chez nous et combien de jours je vais être autonome. Alors, je crois que tu as déjà parlé du poêle de masse, des choses comme ça, qui ont vraiment un intérêt dans toutes ces habitations, soit ultra performantes type maison passive, ou soit anciennes type maison pierre, enfin massive. C'est un outil d'autonomie. C'est un investissement de départ, c'est certain. C'est pour ça que souvent, il vaut mieux isoler avant et il est complémentaire. Parce qu'il y a aussi une chose qu'on oublie souvent, et quelques commerciaux oublient de nous le dire, je pense, c'est que le chauffage, c'est le dernier élément à changer. D'abord, on isole, d'abord, on réduit les besoins au maximum. Après, aussi, en même temps, on augmente les apports gratuits au maximum. Parce que pourquoi se priver du soleil, globalement? Parce que même peu importe où on est en France, on peut arriver à récupérer beaucoup d'apports solaires. Après, on le stocke pour lisser la température sur plusieurs jours si possible. Et en dernier recours, le petit apport, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais donc le truc, ce qui se passe souvent actuellement, c'est que soit on change les fenêtres en premier, soit on change le chauffage parce qu'il est tombé en panne. Et du coup, on se retrouve 3 ans, 5 ans après, avec des chauffages qui sont surdimensionnés, une volonté d'isoler, parce que l'énergie, comme actuellement, devient de plus en plus chère. Mais on a une passoire thermique. Voilà. Et du coup, on se retrouve, en fait, une fois isolé, avec des chauffages qui sont un chauffage qui est surpuissant. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que surdimensionner ce type de chauffage-là, va potentiellement conduire à ce qu'il s'abîme plus vite, il s'encrasse et qu'il tombe en panne. Donc en fait, c'est clairement contre-productif parce qu'on achète un équipement qui nous coûte plus cher à la base et en plus de ça, on va le faire tomber en panne plus vite. Et l'isolation, c'est passif. Donc une fois que c'est posé, il n'y a pas à rallumer un système autant en feu qu'en électricité. Alors, ça dépend. L'isolation thermique à proprement parler, les isolants, oui. La massivité d'une maison, il faut l'entretenir. C'est-à-dire que dans une maison ancienne, on entend souvent, je crois qu'ils ont arrêté de la mettre, cette pub où ils nous disaient de baisser la température quand on n'est pas là, etc. Pas dans une maison ancienne. Une maison ancienne, on allume le chauffage en octobre ou autre, ça dépend du climat local, et on ne le coupe pas jusqu'en mars ici. Parce qu'en fait, c'est plus intéressant de juste rajouter 0,5 degrés de temps en temps dans les murs, parce que c'est une batterie, que de repartir de zéro. Chargé, que de repartir de ne serait-ce que 2-3 degrés sur une massivité de plusieurs centaines de tonnes, c'est énorme. Et donc faire le yo-yo, c'est un inconvénient. Donc c'est pour ça que quand on ne vit pas dans la maison en permanence, quand on ne fait pas du travail de chez soi, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que le seul réel intérêt, c'est soit un peu d'électronique avec des poêles à granulés qui sont automatiques et qui se gèrent, donc ils vont maintenir les choses, soit si on veut passer sur des solutions bûches de bois, du poêle de masse globalement. Parce que lui, en fait, on fait une fournée le matin, une fournée le soir quand on est là, et entre-temps, en fait, il diffuse la chaleur tout doucement et il la régule. Benjamin, on est sur la partie est de la maison, on en profite. Bon là, les rigoles pour l'eau, elles sont installées à l'arrache parce qu'on va déplacer un petit peu le mur. Je voudrais qu'on en profite pour parler, tu fais aussi donc dimensionnement en eau, en électricité. Je dispose d'une cuve enterrée. Alors au début, moi, il y avait très peu de ressources sur Internet quand je m'y suis mis il y a 5 ans. Et donc, je dispose de 3 mètres cubes pour une seule personne. Est-ce que tu peux comment tu conseilles les gens sur l'eau, par exemple? Alors déjà, il y a une chose, on remarque bien les derniers mois et les dernières années, tous les dimensionnements qu'on prend en compte, en fait, on va rentrer sur l'ensemble de la France sur des dimensionnements équivalents quasiment au Var ou à la Côte d'Azur. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des manques d'eau à échelle de 10, 20, 30 ans, mais ça commence vraiment, on a déjà commencé, qui vont nécessiter de décupler nos quantités de cuves facilement en plusieurs dizaines de mètres cubes. Par personne? Alors par personne, c'est à l'échelle d'une habitation, c'est toujours dur à dire parce que, et ça dépend ce qu'on fait de cette eau, si on l'utilise qu'à l'intérieur ou si en secours, elle vient aussi en appui d'une mare ou d'autres eaux pour la végétation, parce que clairement il faut l'arroser. Quand il fait 40 degrés, c'est pas magique, il faut l'eau. Juste, attends, on va prendre un exemple simple parce que les gens aiment beaucoup les exemples par rapport à ma question. Comment toi tu dimensionnerais une maison pour 4 personnes
Pour une utilisation, ils ont des toilettes sèches, donc c'est vraiment après pour tout ce qui est douche, plus allez, quelques lessives et tout. Comment tu le dimensionnerais, ce genre de choses? Moi, en fait, ce que je regarde, c'est pas la pluviométrie mensuelle ou annuelle, c'est surtout une estimation de la pluviométrie maximale ou moyenne jour par jour, pour réellement regarder combien on peut restocker. Et à partir de là, de la probabilité me permet d'étendre pour chercher l'autonomie jusqu'à 1, 2, 3 et plus mois. Donc c'est vrai que quand tu arrives dans des régions, par exemple le sud-ouest, vraiment Pays Basque et autres, peut avoir une pluviométrie maximale entre 40 et 70, 80 mm. Et le Var par aussi, quoi par pluie. Donc on va avoir des quantités d'eau pas possibles, mais une fois, et il n'y en aura plus pendant 3-4 mois minimum. Le Var est déjà là-dedans aussi, la Côte d'Azur. Donc c'est vrai que là, d'un coup, il faut avoir des capacités de stockage en fonction. Parce qu'il faut stocker énormément d'eau. Et c'est vrai que là-dessus, la construction de cuves reste quand même l'élément de plus en plus intéressant, parce que c'est presque le seul abordable quand on parle en quantité. Du point de vue écologique, c'est discutable, parce que ça reste voilà, du ciment, du bancher et autres. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie des solutions, on va dire, les plus abordables. Parce qu'au niveau des cuves, alors quand on est sur des cuves béton, ça coûte cher en transport, ça coûte cher en fabrication. Quand on est sur des cuves plastiques, on a quand même un prix d'achat qui est... les fabricants se font plaisir, on va dire, gentiment. On sent quand même que tu auras peut-être un service après-vente après avec les constructeurs si tu dis des choses. mais c'est vrai que il faut bien voir, si on regarde l'ancien, par exemple en Ardèche du Sud ou des choses où on a des bâtis très anciens de plusieurs centaines d'années, il est logique d'avoir dans des maisons, alors elles font maintenant 100-200 mètres carrés facilement parce qu'on a aménagé toutes les autres pièces qui étaient des granges et autres. Mais dessous, généralement, on a des cuves qui font au minimum 30 mètres cubes, au bas mot. C'était pourquoi? Pour des familles, ça? C'était pour toute la maison, parce qu'il y avait aussi les bêtes, c'était pour un tout. Pas trop, généralement, pour la végétation, parce qu'ils avaient des sources ou autres. Mais ils sécurisaient, et c'était vraiment un point névralgique, sécuriser le stockage en eau. Et ça va vraiment redevenir une nécessité, parce qu'on voit voilà, les aléas climatiques, le dérèglement climatique est bien présent, il est bien là. Après, voilà, je pense que tu as déjà parlé de tout ce qui est traitement et autres. On reste, il n'y a pas 10 000 techniques actuellement, hein. Donc ça, on propose globalement à peu près les mêmes choses. Tu es un grand fan de Pierre Lécolo, donc je pense qu'il a déjà tout dit, je pense. Oui, et puis je pense qu'il est encore plus spécialisé que moi là-dessus, tellement il a de moi, c'est pour la partie recherche. Dimensionnement, qui est ta vision qui est intéressante. Nous, ce qu'on prend en compte, en fait, surtout, c'est les projections du GIEC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des données accessibles à tout le monde. C'est le programme DRIAS de mémoire, où Météo France en fait, a utilisé les projections du GIEC pour, sur un maillage de quelques kilomètres par kilomètre dans toute la France, nous indiquer la probabilité du comportement du climat en termes de température, d'eau, d'humidité, etc. sur les 100 ans à venir. Alors est-ce qu'il faut réellement regarder à 2100? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il faut croire les données du GIEC au point le plus strictement? Non. Mais c'est quand même vraiment des projections intéressantes. Pour voir quelle est la probabilité d'événements, d'avoir des très grosses pluies ou de ne pas en avoir du tout pendant quelques temps. Et on se sert de tout ça. Ça reste de la statistique parce qu'on est avec un élément naturel qui est la pluie et personne ne sait prévoir la pluie. Moi, faut pas l'oublier. Je vais te donner mon retour d'expérience quand même depuis ces 5 ans à visiter les maisons. Les gens se mettent d'accord sur le fait quand l'eau tombe, et elle peut tomber en très grosse quantité, avoir un maximum de points pour capter des toits, des granges, un maximum de bâtiments ou d'autres manières, et surtout prendre tout ce qu'il y a tant qu'il y en a. Ouais, j'irais même plus loin, prendre ce qui tombe du ciel quand il tombe sur notre bâtiment, on va dire que ça respecte un certain équilibre avec ce qui tombe sur la terre et qui va aller dans le sol. Alors à minima, les mares on les rend quand même au sol, même si on pompe un peu dedans potentiellement. Mais je ne suis pas ultra favorable aux puits, parce que déjà dans les projections climatiques, c'est très difficile de garantir qu'une veine d'eau va tenir à échelle de 10, 20, 30 ans, étant donné que ça part dans tous les sens actuellement, on ne sait pas exactement où ça va aller. En termes de pollution. Les nappes encore moins alors. Les nappes, on en est même encore plus grave avec les bassines et autres actuellement où il y a clairement une guerre de l'eau qui est en cours depuis quelques années. Donc c'est vrai que je suis vraiment favorable à au moins ponctionner juste ça et garder le reste de l'eau sur le terrain. S'il y a un puits, on peut s'en servir pour la végétation et autres, mais pas l'utiliser pour nos besoins à nous.
Nous, vraiment se limiter et essayer de récupérer que cette donnée-là. Parce que ça retourne à la terre de toute façon. Si tu voilà, ça reste un équilibre. Et après, il y a un élément qui est intéressant au-delà du toilette sec, c'est, je pense, essayer de développer et de maximiser les solutions de réutilisation plusieurs fois de l'eau. Je pense qu'il y a un vrai avenir là-dedans. Et c'est vrai que je comprends les appréhensions du toilette sec. Non, plus maintenant. Une chose est sûre, je te l'ai dit tout à l'heure en off, mais voilà, il faut le dire, actuellement on fait caca dans l'eau potable. Et donc ça, c'est vrai que c'est clairement une hérésie par les temps qui courent. Et donc réutiliser l'eau de nos douches, l'eau des lavabos en la pré-traitant pour ces solutions-là, je pense que ça devrait devenir quelque chose presque d'obligatoire maintenant. On le voit bien là, les terres sont fatiguées. Et c'est interdit, mais moi je trouve ça, ce serait intelligent. Cette eau collectée, tu prends ta douche, au pire ça retourne dans le jardin, parce que ça retourne dans le sol. Si tu n'utilises pas de produits spéciaux. Alors, oui, en direct, c'est interdit. Suivant le type d'assainissement qu'on a, si on a de la phytoépuration, on peut quand même, c'est toléré de plus en plus, on peut quand même infiltrer dans le sol, ça oui. Infiltrer dans des zones de culture fruitière ou potagère, non, ça commence à l'être, il y a des tests en cours. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas de produits chimiques en intérieur et autres, il y a un moment, ça reste un cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on le capte, on le traite et on le rend. Alors bien sûr, il y en a énormément de pertes au passage, la phytoépuration, globalement, consomme la majorité, mais c'est toujours ça. Et par les temps qui courent, vu les manques, la moindre goutte, je pense, devient importante. On en parlait tous les deux en off, tu me disais que ça se faisait vachement en France déjà, même dans notre région, la micro, comme on dit, les gens ils arrosent mais de manière avec des sondes et tout. Tu me disais il y a déjà ça. On voit des agriculteurs qui depuis 5-10 ans, alors c'est pas mon domaine d'expertise mais je les rencontre et je vois bien que ils se bougent. Il y a vraiment même les agriculteurs, alors certainement ceux à petite échelle et pas ceux qui appartiennent on va dire à des grands groupes. Pas de nom, hein, t'en as déjà assez d'ennemis sur Archipel. Mais on voit des capteurs de tension d'eau hygrométriques dans le sol et une adaptation maximale de l'alimentation en eau. Alors ça c'est vrai que c'est pour les professionnels, c'est vraiment nécessaire parce que eux ils ne peuvent pas se permettre trop de variations. C'est d'ailleurs très compliqué de rendre autonome des exploitations agricoles, maraîchères ou autres, parce que ils doivent nous nourrir et ils doivent en vivre surtout. La question c'est surtout derrière d'arriver à en vivre. Puis on sait que l'eau sans eau tu produis rien. Exactement. Je le teste ici. Ouais, voilà. Et à échelle du particulier, ça pourrait devenir en soi possible de mettre ce type de capteurs-là. Il faut juste savoir les lire ou du moins que des logiciels nous les traduisent. Je pense que ça commence à exister d'ailleurs. Après, à quel prix, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça va commencer à devenir nécessaire de se poser la question, au même titre qu'on travaille sur la qualité de nos sols, de se poser la question sur la manière de l'arroser, parce qu'il faudra l'arroser. À minima, il faut quand même un peu. Et est-ce qu'il en a besoin? Enfin voilà, c'est des infos qu'on n'a pas. On ne peut pas creuser tout le temps à 50 cm, 1 mètre pour savoir quel est l'état. C'est là où les sondes, C'est là où les sondes prennent tout leur intérêt. Est-ce que tu veux donner un autre mot sur l'eau? Là, je vois que le vent il se lève, on ira parler de la partie électricité à l'intérieur si tu veux. Est-ce que sur l'eau, tu as d'autres choses? Dis-moi un petit peu les questions qu'ont tes clients, que c'est quoi le genre de... La plus courante, on va dire, c'est tout ce qui va être projet d'écotourisme ou d'accueil d'enfants. Enfin voilà, du moment où on commence à travailler chez soi ou accueillir chez soi, ça pose une vraie question de potabiliser l'eau. Moi, je suis assez clair là-dessus. Nous, on doit respecter les normes, les DTU et autres, et les réglementations. On fait globalement ce qu'on veut, c'est chez soi pour soi. Mais à partir du moment où quelqu'un d'autre arrive, il faut prendre cette responsabilité-là. Et c'est vrai que moi, là-dessus, je mets en garde parce que c'est vraiment, du point de vue sanitaire, la plus haute responsabilité qui existe. Donc il ne faut pas croire, je pense, qu'on peut potabiliser l'eau et tout faire voilà, pour de l'écotourisme ou autre. Après, il y a des solutions. Quand on a de l'écotourisme avec des petits cabanons et autres, on peut très bien faire du traitement d'eau pour tout ce qui est douche et autres, pour assurer le confort des touristes et leur fournir une solution en eau potable à côté, soit par une eau achetée ou autre, c'est pas le mieux, mais c'est le compromis pour rester dans les clous du point de vue de la réglementation et recevoir du public. Et recevoir du public. C'est un vrai risque. Pierre aussi en avait parlé, il disait dès que vous recevez quelqu'un, vous êtes encore sur d'autres législations et c'est beaucoup. On peut jouer sur les limites et les interprétations, mais il y a un moment, en termes de responsabilité, je pense qu'il ne faut pas jouer quand on est sur du sanitaire et on est avec des personnes, quelqu'un d'autre.
D'autres choses qui reviennent souvent sur l'eau Toi, par exemple, dans tes accompagnements, tu commences par quoi? Le nombre de personnes? C'est quoi tes bases pour donner les meilleurs conseils? Alors, je vais surtout regarder l'environnement, en fait. Quand c'est des projets d'achat ou de construction, pour la partie eau, je vais surtout regarder l'environnement parce qu'on me parle souvent de puits, de captation de sources et autres. La première question à se poser et à poser même aux voisins, c'est est-ce que leur puits tarit? Est-ce que c'est régulier? Combien de temps? Combien ils arrivent à sortir en été à peu près de volume d'eau? Ça, c'est plein de questions qui peuvent être des indications. Ça ne veut pas dire que ça perdurera dans le temps, mais c'est quand même des indications. Après, regarder les cultures autour, regarder le passif, essayer de voir. On peut quand même maintenant remonter aussi avec Géoportail Haute sur des cartes 1950 ou des choses comme ça pour voir un peu ce qu'étaient les cultures. Alors clairement, ça ne remplacera jamais d'aller discuter au village avec les gens et les voisins, etc. C'est globalement là où on a les vraies infos. Mais c'est vrai que même si la vidéo où tu parlais du choix du terrain, même s'il faut sentir les choses et autres, et je suis tout à fait d'accord là-dessus, il faut quand même être pragmatique sur un choix quand on se lance dans un projet de 20-30 ans, comme ça d'autonomie. Il y a un moment, il faut se poser la question et être conscient des inconvénients qu'on prend en achetant tel ou tel bien pour faire son projet. Moi, je vais t'avouer un truc, hein. Si je revisitais ce terrain-là maintenant avec mes connaissances et l'expérience de galérer, je négocierais encore plus le prix en disant que ça me fera c'est ce qui coûte le plus cher, les structures de stockage d'eau, parce que je l'aurais acheté parce que ce lieu, il y a le cœur qui a parlé avant aussi, mais je l'aurais plus acheté à ce prix-là vu tout ce qu'il faut investir derrière. Ouais. Totalement. Mais au moins, tu l'aurais fait en connaissance de cause. Oui. Voilà. Tu savais derrière tout ce qui restait à faire. Typiquement, quand on regarde une maison, et ça, c'est assez caricatural, je reviens plus sur l'autonomie en chauffage et l'isolation, mais c'est vrai que quand on pense acheter une maison des années 2000, même avant 2010, on pense avoir quelque chose d'assez confortable et autre. C'est récent. Voilà, c'est récent, mais globalement, je vais le dire de manière un peu familière et violente, mais pour moi, ça reste des carcasses. C'est-à-dire que ça reste une base dans laquelle il va falloir reprendre. Autant avoir que les murs, je préfère presque avoir une maison des années 60 non isolée, au moins je sais que j'ai rien à casser pour refaire, c'est déjà ça de gagner. C'est moins dur de casser une maison des années 60 plutôt que... On va dire qu'on l'habille en fait. On vient l'habiller, on vient la compléter. Il y a quelques aménagements à faire, mais ça fait mal au cœur des fois du point de vue écologique et du point de vue financier de casser des doublages qui ont à peine 10 ans, 15 ans. Quoi. Ouais, mais si ça n'a aucune valeur au final, énergétique... Ouais, du point de vue thermique, ça coûte tous les ans et ça coûte en confort, etc. Donc c'est sûr que ça, c'est une réalité. Et le marché est totalement... le prix du marché est totalement déconnecté de ça. On n'est pas sur comme le prix d'une voiture qui décroît avec le temps parce qu'elle est plus aux normes, elle est vieillissante. Non, sur du bâti, il peut maintenir sa valeur et augmenter alors qu'on n'a rien fait dedans. Parce qu'on a mis les bons matériaux et on l'a bien... Ou parce qu'en fait, il y a de la demande, tout simplement. Oui, le marché est totalement tronqué, c'est l'offre et la demande. Donc ça ne veut pas dire que ce bâtiment-là vaut tel prix, non. C'est pour ça que des fois, il est bon de savoir à peu près une estimation de la fourchette en fonction du projet qu'on veut. Et de se dire, est-ce qu'on parle de 20 000, 30 000 80 000 euros de travaux, si je fais faire, etc. Une maison bioclimatique, là, ça doit avoir le vent en poupe. Tu vends un truc comme ça, tu sais que les gens, il y aura moins d'énergie à dépenser pour chauffer, globalement, la maison passive et la maison bioclimatique, c'est un peu la même chose. Enfin, on va dire que la passive utilise le savoir de la bioclimatique en le rendant plus technologique. Donc c'est vrai que du point de vue autonomie, on peut se poser des questions et résilience. On peut se poser la question de tous ces équipements et cette automatisation qui... l'entretien, la maintenance, qu'est-ce qu'on peut faire? La bioclimatique, c'est plus un savoir ancestral, on va dire. C'est vraiment faire des choses où tout ce qui bouge casse potentiellement, et donc restons sur des choses lourdes, présentes, fixes, qui resteront et qui dureront. Donc c'est un peu ce principe-là. C'est vrai que c'est plus louable. Benjamin, on va parler un petit peu électricité, et puis on va profiter pour faire le mot de la fin. Comme je t'avais posé pour l'eau, c'est quoi un petit peu les questions sur le dimensionnement que te posent la question récurrente, c'est combien de panneaux? Direct, bien franc. Souvent, en fait, l'intérêt de l'étude d'autonomie en électricité, c'est surtout déjà de regarder les consommations. Vraiment faire une analyse fine des choses, parce qu'en fait, on se rend compte que déjà, il y a souvent, facilement, 10-20% qui peuvent être traités par... alors soit les personnes qui ont encore des cumulus électriques ou des choses comme ça, des réseaux mal isolés, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de potentiel d'économie à faire de ce côté-là. On va avoir aussi des gestions et des habitudes pour que les gens prennent conscience qu'il y a des habitudes qui sont
consommatrices d'énergie. Genre quoi? Donne je présume, Les plus grands... Les points de chauffe. Vraiment, le plus, je pense que c'est le cumulus. C'est assez impressionnant dans le sens où il faut bien se dire, et on dit historiquement, quand on passe dans la pièce ou dans le placard où il y a le cumulus, il fait tout le temps chaud. On se dit tout le temps, oh, ça chauffe la maison. Mais c'est quand même le chauffage le plus cher qui existe. Alors que c'est isolé, hein, en général. C'est vrai, j'appellerais ça semi-isolé, parce qu'au final, c'est loin d'être suffisamment performant, au sens où on maintient quand même de l'eau à minimum 55 degrés, et on est dans une pièce où il fait au moins 20 degrés l'hiver, si ce n'est plus l'été. Donc on a quand même des deltas de température qui sont de l'ordre de quasiment 40 degrés, 30-40 degrés, et encore pire si le cumulus est dans un garage ou quelque chose comme ça, où là on atteint des pics énormes. Et donc en fait on va avoir une bouilloire globalement allumée en permanence. Ça, c'est vrai que c'est quand même un gain à faire quand on isole les réseaux, quand on travaille sur isoler un cumulus en plus, ça coûte pas cher, tout le monde peut le faire soi-même. Ouais, mettre un manteau, quoi. Ouais, voilà, on prend de l'isolant globalement, et au pire, s'il y a une fuite ou autre, bah, l'isolant on le change. Donc on prend quelque chose d'accessible et facile à enlever, etc. Mais ça, c'est vraiment assez flagrant. Pareil pour les tuyaux. Ouais, tous les tuyaux aussi, globalement, il faut les isoler, même si on est à l'intérieur, parce que c'est de l'énergie qui coûte cher. Parce qu'on a chauffé d'abord à 60 degrés, pour après aller récupérer un peu d'eau. Je prends juste, justement par rapport à l'isolation, je te disais, ouais, chez moi, si je filtre pas assez mon eau, elle peut avoir un goût. Je crois que ça vient de ma cuve, et tu me dis non, je crois que ça vient de tes tuyaux. Et là, je dis, mais ouais, quand il fait 30 à 40 degrés dans la maison, ouais, les 2-3 mètres de tuyaux, il y a peut-être un peu plus 4 mètres entre le premier filtre, charbon et autres, et ton robinet, on va dire non potable, non buvable. Tu peux avoir un développement bactérien en l'espace de quelques heures. Oui. Passer 10 degrés, globalement, de toute façon, tu peux l'avoir. Donc c'est vrai que isoler les tuyaux d'eau froide, ça a un intérêt en été pour ça aussi. Pas que d'eau chaude, c'est pas juste que... pour ça que parce que je viens de me rappeler ce que tu me disais, mais excuse-moi. On parlait du dimensionnement et on parlait du cumulus qui est un gros... Le deuxième truc qu'on voit vraiment, qui est une vraie question, alors c'est plutôt pour les gens qui sont encore raccordés aussi, c'est les tables à induction. Les fonctions boost et autres qui ont des consommations, mais énormissime, on parle de 9000 watts qui partent en direct. Je pense qu'on a une vraie éducation à faire sur peut-être prendre 2 minutes de plus pour chauffer de l'eau, mais faire travailler la table à la table d'induction ou à vitrocéramique à mi-chauffe, à moitié de puissance. Parce que du coup, on va avoir des gains, on a le même résultat, ça nous a juste pris 2 minutes de plus. Et l'un dans l'autre, il faut le combiner, il faut faire le calcul, mais ça peut faire des économies, ça aussi. Parce qu'il y en a, ils se disent plus ça va être court, moins j'utiliserai d'énergie, mais au contraire, il faut plus d'énergie. Ça dépend des temps et de la tâche, ouais, voilà. Parce que on voit bien que des cuissons maintenant à feu doux, à couvert, peut-être de 10 minutes de plus, vont consommer beaucoup moins d'énergie qu'une cuisson à feu découvert, à casserole découverte, parce que sinon ça va déborder, mais à fond, quoi. Et ça, tu le vois souvent, c'est vraiment les trucs qui... C'est un peu, en fait, quand je fais de l'analyse et que je cherche les failles, en gros, tout le but de l'étude, c'est vraiment de chercher les petits points sur lesquels on peut gagner. Les meilleurs exemples, là il y en a un dernièrement où en fait les gains ont permis de charger l'hybride, de compenser la charge d'une voiture hybride qui arrivait sur la maison. Ah ouais, quand même. Du coup, c'est pas négligeable. Là, c'est bon. J'ai de la chance, en gros, on va dire que c'était un cumulus qui était dans un garage à 0 degré l'hiver. Mais donc là, c'était rapide d'aller régler le problème. Ah, fallait savoir ça. Voilà. C'est tout le but de l'analyse fine et de la modélisation, c'est ça. C'est vraiment d'aller travailler dedans. T'arrives avec un truc thermique et tout pour voir un peu les ponts thermiques et tout, ça doit être aussi quelque chose. Alors, la caméra thermique, ouais, je la sors pas toute l'année dans le sens où c'est plus intéressant pour les gens pour se rendre compte. Nous, en ingénieur, en fait, on les voit les ponts thermiques, mais sans la caméra, globalement, parce qu'on connaît les systèmes constructifs et on voit directement les failles. Donc c'est vrai que l'investissement est toujours discutable et surtout qu'on peut s'en servir qu'à 2 périodes de l'année. Quand il fait très chaud à l'extérieur et on le regarde depuis l'intérieur, globalement on regarde par où le chaud rentre, ou quand il fait très froid. Voilà. Toutes les saisons un peu intermédiaires, on peut faire à peu près dire n'importe quoi à l'image. Donc c'est pour ça que c'est bien pour que les gens se rendent compte. On peut voir des défauts d'isolation sur de l'existant, des choses comme ça, c'est quand même très intéressant. Mais il faut vraiment prendre des pincettes avec la lecture des images. Il y a des périodes pour ça alors. Il y a des périodes pour ça et on peut faire dire à peu près tout ce qu'on veut à une image. Donc, mais comment ça quand tu dis ça? C'est une science. C'est comme d'habitude. En gros, une couleur, c'est une couleur sur un mur. Et suivant l'interprétation qu'on en fait derrière, je peux te dire que c'est chaud, c'est froid, etc. Tout ça parce que j'ai changé l'échelle et au final, j'ai faussé un peu la donne, ou volontairement ou non.
Parce que le réglage d'une caméra sur un point, en gros, à chaque photo, il faudrait tout réadapter et être certain. C'est pour ça que c'est, en général, par rapport à l'objectif, nous, on n'en a pas besoin. On va directement à la source, on sait où il faut aller. Parce qu'on s'adapte, on est sur site. Déjà, on vient sur place dans le cadre des études pour vraiment voir le bâti, voir le comportement du bâti. Je préfère presque mesurer au laser des températures de surface ou autres, analyser l'hygrométrie des parois, des fois qu'avoir une caméra. Et sur le ressenti, l'hygrométrie, c'est vachement important, tu me disais. La régulation de l'hygrométrie et le comportement, l'effusivité des parois, donc c'est la manière dont elles vont rayonner le chaud, le froid et autres. C'est globalement ce qui va vraiment jouer le fameux ressenti. Ça passe vraiment majoritairement presque par ça. Et c'est ce qui fait la différence entre des constructions où presque on pourrait trop étanche et on pourrait pas être bien. Au final, c'est pas tant l'étanchéité des fois. C'est presque en fait le type de matériau et l'effusivité des parois, donc la perception qu'on a de la chaleur qu'elle nous renvoie ou du froid. Alors que dans de l'ancien, en fait, on a des endus naturels et autres qui nous renvoient des hygrométries et des températures, des chaleurs plus agréables. On va revenir sur la partie électrique. Tu verras, mais tu connais l'archipel, donc tu sais qu'on part dans tous les sens. Est-ce que les gens, par rapport à ce que tu leur conseilles, sont prêts à faire des concessions ? Je présume oui, s'ils t'appellent, sinon ils ne le feraient pas. Mais je veux dire, quand tu leur annonces que maintenant, avec leur système, c'est soit ils ont un système à 120 000 euros et ils peuvent continuer à vivre comme ça, ou alors ils vont taper dans ce qu'on appelle le confort. Est-ce qu'ils sont assez réceptifs à ça ? Oui, quand même, d'une certaine. Enfin, il faut les amener à ça. Donc ça, c'est vraiment. On a presque fait l'étude. On a vraiment des données pour leur démontrer que, parce qu'on leur montre leur consommation, leur mode de vie. Après, bien en amont, quand on fait des estimations ou autres, là, c'est sûr que ça peut être un peu brutal à des moments. Après, on essaye de les conseiller avec, on va dire, dans le cadre de l'actualité. C'est sûr qu'ils veulent tout de suite se couper de tout, etc., souvent, parce que l'ambiance générale, des fois, veut ça. Et c'est vrai que là, potentiellement, on tempère un peu les propos en leur proposant plutôt d'y aller par étapes. C'est quoi par étapes ? C'est d'abord un peu raccordé au réseau, après... Déjà, si une maison est raccordée, ça coûte tellement cher de faire raccorder une maison au réseau, que si elle est raccordée, des fois, actuellement, c'est encore très intéressant de le garder. Ouais, même ça là, pas... depuis la guerre oui, parce que si Ukraine on investit à côté et qu'on supprime, on va dire, 30-50%, voire plus de ces consommations en faisant de l'autoconsommation solaire, le petit appoint va permettre quand même de garder encore ce confort de vie, parce qu'il ne faut pas se mentir, un site totalement isolé, ça a des contraintes. C'est pas rien. Ou sinon, pour ne pas en avoir, comme on voit sur certaines îles et autres paradisiaques, il faut avoir des installations démentielles. Et un groupe thermique en général qui tourne dans un coin bien caché. Donc des fois, il vaut mieux faire du compromis, mais surtout le faire intelligemment, dans le sens où surtout ne pas avoir à revenir et à changer des pièces qu'on a déjà investies il y a quelques années. Le cas typique, je commençais à t'en parler en off, c'est globalement la quasi-totalité des installations solaires actuellement en France ne fonctionnent pas en cas de maintenance réseau ou de coupure réseau. Ça veut dire que demain, voilà, il y a une ligne dans le coin qui tombe, tous les systèmes solaires vont se mettre en protection, et on a obligation, c'est la loi, on ne doit pas réinjecter d'électricité s'il y a un technicien qui va intervenir. Ouais. Ce qui paraît bien normal. C'est normal. Et les options, en fait, site isolé, on va dire off-grid, permettent juste temporairement au moins d'assurer le frigo, voilà, le minimum. Et ce minimum, il peut vite atteindre en fait 30, 50, 70% des besoins quand on a bien conçu un système, qu'on l'a bien optimisé. Et donc en fait le réseau sert qu'en complément. Et donc oui, ces jours-là, on sait que si ça arrive en plein hiver, là il va vraiment falloir faire un peu gaffe et on va vraiment prioriser que les organes presque vitaux, froids et autres. Si ça arrive en été, ça va pas nous changer vraiment grand-chose. On va juste pas allumer le four et les plaques peut-être, mais c'est pas le moment où on en a besoin. Ouais, en été, on fait des travaux, on a peut-être besoin de machines un peu... Là, sur la puissance, ouais. Mais alors, ça veut dire qu'il faut maintenir des travaux pendant un événement climatique. Voilà, quand on parle de mode dégradé et d'événements logiquement exceptionnels. Après, une fois qu'on a prévu dès le départ ça, on sait que de toute façon, demain, dans 5-10 ans, on peut compléter le système et le faire évoluer pour potentiellement être totalement autonome, et en plus assez rapidement et plus économiquement. Parce que si on a bien organisé le schéma d'installation et autres, tout est presque prêt pour que si on fait ou si on fait faire, on puisse faire vite et moins cher. Mais ce qu'il faut avant tout,
c'est éviter d'avoir à changer des équipements déjà en place qui n'ont même pas été Tout enlever, remboursés. remettre, ouais, Voilà, j'imagine. c'est vraiment un peu l'hérésie un peu du système actuel, c'est qu'on achète peut-être des systèmes à 10-20% moins chers au niveau des onduleurs, mais pour autant ils ne sont pas prêts à la suite. Donc il faudra repayer des équipements totalement. Tu dis que dans un bureau d'études, on prévoit l'avenir. Est-ce que vous prenez en compte, par exemple, le fait qu'on n'ait aucune autonomie au niveau de l'électronique en France et que ce serait complexe ou ça, c'est quelque chose où on peut malheureusement pas pousser aussi loin? Parce que moi, je te le dis, je suis résilient. On parle d'autonomie, on va dire que c'est le mot un petit peu mot fourre-tout. Mais oui, j'ai une certaine résilience si tous les réseaux sont coupés. Je m'en fiche, je vis comme je vis. Mais le jour où mes panneaux, il y aura plus de contacteurs ou je sais pas quoi, je suis embêté. Donc est-ce que ça, tu l'imagines déjà on essaye de s'en prémunir, mais c'est une vraie question. Il n'y a pas de solution parfaite. Si on veut, en fait, ça va dépendre de la sensibilité des personnes. Si elles veulent vraiment se prémunir et être résilients à échelle de vraiment plusieurs années, clairement, il faut du stock de matériel. C'est actuellement, globalement, la seule solution, c'est se prémunir et avoir un peu d'avance. Après, suivant la technologie de matériel qu'on utilise, on peut avoir des systèmes qui vont potentiellement mieux vieillir parce que plus basse tension, des choses comme ça. Parce que c'est simple, hein, de l'électronique, quand on fait chauffer et chauffer, suivant où c'est positionné, suivant quelle tension on les fait travailler, bah oui, on a plus de risques de casse. Donc sur le long terme, au niveau du point de vue de la résilience, c'est plus discutable. Donc ça, c'est une possibilité. Mais je pense on peut y réfléchir, mais on a encore plus à gagner à vraiment peut-être bien concevoir le système et l'optimiser au maximum actuellement pour peut-être faire des économies à ce niveau-là et pouvoir plus rapidement le compléter ou autre. Du type... ouais, et dans le bon sens aussi. C'est-à-dire que la guerre du rendement à 0,1% entre telle et telle marque de panneaux, pour moi, c'est un peu une hérésie vis-à-vis de l'importance de nettoyer ces panneaux ou de correctement les orienter. Si tu as du 50% de rendement sur des panneaux crades et que tu as du... Ouais, je comprends. Ouais, voilà. Et ça, c'est vrai que ça me fait toujours les arguments commerciaux là-dessus. Moi, je les défends, enfin, je les démonte un peu comme ça parce que c'est vrai que tu as une installation, la tienne aussi, qui est fixe en soi. Alors, je suis favorable à l'installation au sol parce que ne serait-ce que pour le nettoyage et les risques, intervenir sur une toiture, en plus des risques de chute, c'est des risques d'abîmer des tuiles, etc. dans le temps. Donc, c'est pas anodin. Alors encore quand c'est des maisons avec un seul étage en rez-de-chaussée, ça peut être acceptable. Maison du sud aussi, c'est plus simple. Voilà, mais oui, en fonction des pentes. Mais on a quand même une perte avec un réglage fixe, on a une perte de l'ordre de 15% de rendement en hiver, période où vraiment on cherche le moindre watt en plus, juste du fait de pas avoir modifié l'angle, l'orientation des panneaux. Donc c'est vrai que là, il faut actuellement, il n'y a pas de système mobile, je ne parle pas de suiveur et autres, vraiment de systèmes simples, mécaniques qui permettent de régler, mais on peut assez vite les concevoir et les fabriquer. Et ça ramène toujours à la nécessité potentiellement d'auto-construire, d'auto-rénover et de savoir un peu entretenir les choses, qui va globalement avec l'autonomie pour moi aussi. Et dans les gens qui te contactent, c'est plus quand ils cherchent une autonomie parce qu'ils veulent vivre hors réseau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de à quoi ils ressemblent tes clients? C'est du citadin qui a pris conscience, qui a flippé, qui s'achète une maison à la campagne pour s'autonomiser? Est-ce que c'est du survivaliste? Est-ce que c'est des gens qui ont une fibre écologique? Ça doit être peut-être un peu de tout ça? Ouais, il y a, je pense, un peu de tout. Alors, peut-être moins les survivalistes au sens où ils apprennent depuis très longtemps et ils ont un savoir qui est le leur et donc ils viennent potentiellement pas demander ponctuellement du conseil à un bureau d'études sur tel et tel point, alors que ça pourrait être clairement judicieux à des moments. Pour le futur, en plus tu Ouais, dis, voilà. c'est pour mieux se... Ouais. Après, on a quand même beaucoup de gens qui sont en changement, en reconversion et autres, qui connaissent, parce que c'est vrai que la majorité des gens ne connaissent pas les bureaux d'études, rien que ce fonctionnement dans le bâtiment, l'organisation, de savoir qu'il y a des gens, en fait, leur métier, c'est juste de concevoir et de dimensionner, et de nous présenter quelles sont les meilleures solutions. C'est vrai que ça, c'est pas habituel pour potentiellement une majorité des gens, donc on a vraiment souvent des gens qui viennent plutôt cadres et autres, qui connaissent ces milieux-là, du bâtiment ou d'autres systèmes, hein, d'autres secteurs. Et après, on a de l'autoconstructeur qui part et de l'autorénovateur qui vient sur le site et qui comprend que en quelques minutes, il va pouvoir au moins avoir une réponse
et un avis. Bien sûr, ça coûte de l'argent parce qu'il faut qu'on est assuré, c'est comme tout. Mais voilà, on essaye de... C'est pour ça qu'on combine les offres, toujours études d'un côté pour ceux qui ont vraiment un projet de reconversion plus grand, de construction ou autre, et ceux qui, dans leur projet, ont besoin d'un peu d'aide à ce moment-là, quoi. On essaye de répondre à tout ça. Dis-moi, Benjamin, est-ce que ce que tu fais là en bureau d'études, spécialisé surtout dans l'autonomie, est-ce que c'est quelque chose de récent ou ça existait déjà, je sais pas, il y a 10 ans, ou est-ce que c'est vraiment arrivé après le Covid? Alors, en fait, le savoir en lui-même, la technique, existe depuis globalement toujours. On trouve des bureaux d'études en énergétique, mais en traitement d'eau. Le commun, vraiment pour l'autonomie complète d'une maison. Et ben en fait, c'est juste que voilà, moi j'ai réaxé, déjà j'ai rassemblé les 3 sujets. En fait, plus on mutualise les études, moins ça coûte cher. On mutualise les déplacements, les rapports, les présentations. Donc déjà, c'est comme ça qu'on peut faire des économies. C'est pour ça que je me suis mis à faire les 3. En plus de ça, le regarder dans l'axe de l'autonomie, ça c'est un peu nouveau. Au sens où nous, ce qu'on va chercher, c'est un niveau d'autonomie, moyen ou total, hein, ça varie des gens, et une durée derrière. Parce que être autonome un mois en été, un mois en hiver, suivant ce qu'on regarde, l'eau, l'électricité, le chauffage, c'est pas du tout la même chose. Et les différentes solutions et les différents budgets, on peut les adapter aussi en fonction de ça. C'est-à-dire définir des solutions qui vont permettre actuellement de n'être autonome en eau potentiellement que l'hiver, ou on va dire les 2 tiers de l'année, et en période de sécheresse, on sait que plus tard, il faudra retravailler. Alors après, là-dedans, il faut faire la balance entre tout faire d'un coup, ça coûtera beaucoup moins cher, ou étaler parce qu'on n'a pas les finances, et surtout prévoir le schéma pour que le jour J, on n'ait pas à recasser des choses encore et refaire. Voilà, c'est toujours vraiment le vaut mieux voir prévoir l'étape. Je veux dire, vaut mieux voir plutôt dimensionner au mieux pour l'été, parce que si on passe l'été, en général, après l'hiver et tout... Oui, c'est largement le plus compliqué. Mais c'est sûr que des cuves comme toi, alors tu as des cuves pour la culture à côté, mais tu vas... tout seul, c'est peut-être ça passe parce que tu es raisonné, mais on va dire que si tu reprends des habitudes classiques moyennes d'un Français, ça va vite devenir trop limité dans les climats où on est. Je me doucherai au godet tout le temps. Non, mais ma question, c'était surtout de savoir si... bon, j'espère que tu pourras aider un maximum de personnes, mais si ce genre de choses plaît, il y a d'autres personnes qui font comme toi. Est-ce que tu en connais? Actuellement, en bureau d'études indépendant, non, pas à ma connaissance. C'est soit des fournisseurs de solutions qui vont avoir des bureaux, on parle de bureaux d'études internes. Dans ce cas-là, ils font des dimensionnements, mais qu'avec leurs produits. À ma connaissance, je suis le seul qui vraiment prend le sujet de l'autonomie, les 3, et de manière totalement indépendante pour réellement regarder quelle est la solution adaptée, peu importe la marque, quoi. Donc, et oui, notre... toi, alors attention, tu m'as bien fait comprendre, et ça, je suis content qu'on puisse l'enregistrer. Toi, tu n'es pas affilié à des marques, parce que tu veux une indépendance pour pouvoir conseiller au mieux, pas parce que tu touches un pourcentage sur une marque. Totalement. Nous, les bureaux d'études, mais ça c'est dans tous les types de bureaux d'études, généralement on reçoit les produits des fabricants pour les voir, ne serait-ce que voir comment ils fonctionnent, ouais, voilà. Les tester quand on parle de cartouches et autres. Pour autant, potentiellement on les paye pour vraiment se faire un avis, et dans tous les cas, il n'y a aucun accord derrière, on en pense ce qu'on veut, on va les prescrire ou pas, parce que nous, derrière, on a une garantie. Une garantie, on s'engage, quand on fait une étude, on s'engage sur un résultat derrière, donc notre métier, c'est quand même de garantir des résultats, des objets, l'atteinte d'objectifs, et c'est aussi de garantir qu'on est indépendant, c'est-à-dire que même si on préfère telle solution, je dis n'importe quoi, la paille par rapport à la laine minérale par rapport à autre, peu importe. Dans ce cas-là, on est sur du bâti ancien, il nous faut un matériau perspirant, enfin, etc. C'est ça qui est adapté, pas autre chose. La partie écologique, tu suis un petit peu, genre s'il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent je veux être autonome, mais aussi que ce soit le plus... on le regarde dans les modélisations. De toute façon, on le regarde plus en termes normés actuellement de gaz à effet de serre. Donc on essaye de réduire les notes, on essaye de soutenir, parce que je pense que c'est important. Après, je ne suis pas un bureau d'études qui fait réellement de l'analyse de cycle de vie de tous les produits de la construction. C'est presque encore une autre discipline. Moi, c'est plutôt de dimensionner les techniques et les solutions les plus judicieuses. Okay. Mais on en parle toujours. Au même titre qu'on essaye de se projeter à l'échelle de 30 ans, bien sûr que la réponse n'est jamais exacte. Personne ne sait réellement ce qui va se passer, mais on essaye de voir en fonction des données qui existent actuellement et de les reproduire, de les intégrer dans nos schémas. Et tu fais par rapport aux données. Écoute, n'hésite pas, là, c'est vrai qu'on a pas mal parlé, on a pas mal échangé. N'hésite pas à redonner ton bureau d'études, donc c'est J'autonomise, je mettrai le lien .fr.
Ouais, Je mettrai le lien en description. Et redire un petit peu le genre d'accompagnement que tu fais pour les gens. Déjà, le fonctionnement, c'est que je suis consultant, je suis bureau d'études consultant seul. Donc, en gros, le site est là aussi pour que les gens découvrent ce qu'est un bureau d'études, voient. Dessus, tout est un peu automatisé pour que moi, j'ai le temps de travailler réellement sur les études et les conseils. Les gens dessus pourront voir comment réserver une analyse gratuite déjà, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'une étude et autres. Dans tous les cas, ça passe toujours par une partie analyse gratuite parce que ça permet de se voir, de voir le projet, de voir si moi je peux apporter quelque chose. Ça, c'est un échange d'une demi-heure. Désolé, je peux rien faire. Ouais, si je vois que ça fonctionne. En fait, mon but, c'est que le client soit satisfait à la fin. Parce que sinon, vu que moi Non, mais ça, on dirait, excuse-moi, mais là, ça, on dirait les phrases que j'ai entendues. Je veux la satisfaction client. Non, mais c'est normal. Je veux dire, même moi, en tant qu'auto-entrepreneur, le but, c'est que le boulot que tu fais, il soit bien fait. Je te dis ça dans le sens où, vu que je ne vends pas de produits derrière et autres. Ah oui, comme ça, ouais. Si l'étude, qui a quand même coûté de l'argent, ou si le conseil, qui a quand même coûté de l'argent, si le client n'est pas content, parce que je sais que je ne peux pas y apporter la solution qu'il veut, il y a un moment, il va me faire une contre-pub. Et vu que moi, je vends que des études, que du savoir, sur Internet en plus, c'est bien rapide, ça peut potentiellement me porter des aveux. Alors des fois, je préfère ne pas y aller. Si le projet n'est pas cohérent, si je pense que je ne peux pas apporter suffisamment par rapport au prix, parce que ça a un coût, j'en suis bien conscient, et le coût, il est globalement un moment un peu incompressible. On parlait de la taille de ta maison. C'est vrai que la maison fasse 80 mètres carrés ou 40, il y a un moment, le travail de modélisation, c'est globalement le même. Et donc, c'est vrai moi, je suis conscient que si je devais payer pour une étude, il faudrait que ça me rapporte quand même un peu. Donc, voilà. C'est un peu le but. Exactement. Quand même. Bah écoute, Benjamin, merci pour ta visite. Je pense qu'on essaiera, on en avait parlé avec Nono ce matin, on essaiera, je ne sais pas comment, sur un chantier, une visite. Ce serait bien même qu'on ait un jour plusieurs avis sur le même bâtiment, et je trouve que l'ensemble des échanges doit être passionnant, parce que ce matin, je vous écoutais, je trouvais ça passionnant. Là, on est complémentaires, architectes, bureau d'études et artisans. Il ne faut vraiment pas se voir comme une contradiction. On est complémentaires, c'est juste qu'on regarde les choses de manière d'un autre angle de vue. Ouais, non, c'est passionnant. Benjamin, merci à toi. Merci beaucoup, Marianne.